Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs de Zouk TV, bonsoir. La direction et aussi la partie technique, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Là, aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. Et nous disons, il faut écouter pour comprendre. Nous recevons donc la société SME, Société Martinique des Eaux. Monsieur Katimel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Grabin. Merci d'honorer notre invitation. Bonsoir les téléspectateurs et merci à Zouk TV de nous recevoir. Monsieur Ludeski, bonsoir. Bonsoir Monsieur Grabin, bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Oui. Et Monsieur Ludeski, vous êtes au niveau technique. Je suis au niveau technique responsable du secteur Nord dans la distribution de l'eau. Chef d'agence secteur Nord à la SME. Donc c'est vous qui nous cassez les tuyaux. Pas vraiment, mais on aura le temps d'en discuter. Je pourrai vous expliquer pourquoi il y a des ruptures de canalisation. Sans problème. Monsieur Katimel, pour beaucoup de personnes, il pleut le matin, il pleut à Ducos, il peut arriver à Salé, donc il y a de l'eau. Pas normal qu'il n'y ait pas d'eau au robinet. Oui. Et à notre connaissance, il n'y a pas d'usine d'eau, d'usine de traitement d'eau dans ce secteur-là. Alors effectivement, la Société Martinique des Eaux travaille depuis 45 ans en Martinique et donc a accumulé beaucoup d'expérience en la matière et travaille pour le compte des collectivités d'agglomération que sont Cap Nord et l'Espace Sud. C'est elles qui pilotent le service et qui définissent les obligations et c'est nous qui exploitons les installations et qui gérons la relation aux usagers. Effectivement, les usagers se posent souvent la question « quand il pleut ici, pourquoi j'ai pas d'eau ?» etc. Il faut savoir qu'en Martinique, M. Grabin, vous le savez mieux que moi, beaucoup d'eau tombe au nord de l'île et pas assez au sud. Donc tous les captages historiques se sont peu à peu mis en place au centre, c'est-à-dire au pied des Pitons, et sur le nord, au pied de la montagne Pelée. Et c'est ainsi que tout l'enjeu de l'eau en Martinique, c'est de faire venir cette eau du nord vers le sud et de la potabiliser. Alors, ce patrimoine, il correspond à quoi ? C'est un patrimoine qui est déjà très coûteux, qui a été installé au cours des siècles ou des dizaines d'années en tout cas passées, par les collectivités. Il y avait le SIXM à l'époque pour le syndicat d'eau du Sud et du centre de la Martinique. Aujourd'hui, ce sont les collectivités d'agglomération qui ont repris les compétences depuis 2015-16 pour la Martinique. Donc il y a l'ACASEM qui est opéré par Audici pour la distribution d'eau. Il y a Cap Nord avec la SME et puis l'Espace Sud avec la SME. Donc les propriétés des installations sont celles des collectivités d'agglomération. Et vous êtes détenteur de marché. Alors nous, on est un opérateur privé qui pouvons travailler pour le compte soit d'entreprises, soit de régies, soit plus généralement des agglomérations. Et pour celles de l'Espace Sud et de Cap Nord où nous travaillons pour elles, nous avons répondu à des appels d'offres de marché. Ce sont des marchés de délégation de services publics, c'est un peu particulier. Habituellement, un marché de travaux ou de prestations, ça dure quelques mois à une année, 2 années. Là, ce sont des délégations de services publics qui sont plus longues, une dizaine d'années. Et ça a été des gros appels d'offres à l'époque, avec des concurrents. Et le meilleur a gagné. Il se trouve que le meilleur, ça a été la SME. Donc c'est reconduit, des appels d'offres régulièrement. Quand on arrive à l'échéance d'un marché, on est remis en jeu. Et on peut ne pas être retenu. Alors là, vous gérez l'usine de distribution, les réservoirs, les canalisations, jusqu'au compteur. C'est ça. Pour l'assainissement, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on parle de l'eau potable. L'eau potable, comme son nom l'indique, il faut déjà la potabiliser. Donc il faut aller la capter dans les rivières ou les nappes souterraines qui en détiennent. Tous les sites en Martinique n'ont pas d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les collectivités ont installé, avec des bureaux d'études, des captages en rivière principalement. Et puis ensuite, il faut la rendre potable. Donc les collectivités ont aussi construit des usines, conseillées par des ingénieurs, des bureaux d'études, par aussi les ingénieurs de la SME. Et ces usines traitent l'eau pour la rendre potable. Une fois qu'elle est potable, il y a des pompes, il y a des machines. Elle est envoyée, cette eau, dans des réservoirs d'altitude, qui sont des réservoirs d'équilibre pour redonner de la pression et faire un petit tampon de l'ordre d'une journée maximum. On n'a pas beaucoup de réserves en Martinique. Et ces réservoirs ensuite jouent le jeu de redistribuer l'eau à travers les grosses conduites d'abord, puis de plus en plus fins,
jusqu'au branchement, petite canalisation qui arrive dans les maisons, dans les immeubles, jusqu'au compteur. Et c'est là qu'il y a un compteur qui compte les mètres cubes ou les litres consommés par les usagers. Alors pour transférer cette eau de votre usine de production jusqu'au consommateur, vous passez par cette canalisation. Oui. Et M. Ludowski, il arrive assez souvent, comme dernièrement, on a eu la première casse 2022 d'Odyssey, une grosse casse qui a été réparée, qui a mis sans eau plusieurs foyers. Quand ça se produit chez vous, quelle est votre intervention? Comment Alors, vous faites? nous, les problèmes de casse sur réseau interviennent pour plusieurs raisons. Alors, vous avez des fois le vieillissement de la canalisation, vous avez assez souvent le mouvement des sols. Quand il fait très sec, le sol se compacte. Quand il pleut beaucoup, le sol se dilate. Et des fois, on a des déboîtements ou des ruptures de canalisation. Donc, il y a plusieurs raisons qui créent ces ruptures de canalisation. Donc, quand nous avons des ruptures de canalisation, suivant les diamètres, quand vous avez une canalisation de petit diamètre, c'est assez facile à réparer. Quand vous avez des gros diamètres ou sur des grosses installations, c'est beaucoup plus problématique et ça prend généralement plus de temps, comme vous avez vu sur le 800 ou sur nos canalisations de gros diamètre. Alors, quant à la problématique du manque d'eau, nous avons deux problèmes et c'est souvent la question que posent les usagers. Quand il pleut, on leur dit qu'il n'y a pas d'eau. Et puis quand il fait sec, on leur dit qu'il n'y a pas d'eau parce qu'il fait sec. Mais en fait, le problème, c'est que quand il fait sec, il n'y a pas d'eau parce que les lits des rivières s'assèchent. Et quand il pleut, nous sommes soumis à ce qu'on appelle des régimes torrentiels dans nos rivières, c'est-à-dire que vous avez de grosses pluies qui transportent des embâcles et qui viennent colmater les captages. À ce moment, on est obligé d'attendre régulièrement la décrue afin de pouvoir remettre en marche les usines. Et entre-temps, ça fait des manques d'eau puisque nos réservoirs, au moment où les usines sont à l'arrêt, surtout la nuit, on ne peut pas alimenter ça ne permet pas d'alimenter les réservoirs pendant ce temps. Donc il y a un ensablement au niveau des captages. Il y a un ensablement au niveau des captages, un ensablement des feuilles, des embâcles, des arbres, des cailloux. Vous avez tout plein de choses qui viennent s'accumuler au niveau des captages et qui font que l'eau ne filtre plus dans les grilles. Alors, cette eau, une fois que vous l'avez traitée, elle descend dans la canalisation, arrive dans les réservoirs. Ces réservoirs, en fait, ils sont au nombre de combien là sur votre marché? On a, sur les deux communautés d'agglomération, on a 233 réservoirs à gérer et 55 stations de pompage pour pouvoir remettre de la pression et franchir les mornes. Donc ça nécessite une demande forte dans la cour électrique. C'est beaucoup d'installations, effectivement, oui. Effectivement, on gère 2300 km de réseau, tout confondu. C'est la distance d'ici à Miami, excusez-moi. Donc c'est une grande distance de réseau et ça nécessite effectivement de la surveillance. Il y a beaucoup de capteurs installés pour mesurer la pression, des pompes, comme je disais, pour redonner de la pression et compléter ce qui peut manquer quand la pression vient baisser. On monte jusqu'en haut des mornes avec ces surpresseurs. Et puis 233 réservoirs, c'est beaucoup, oui, tout à fait. Alors, sur ce parc, vous êtes responsable de quoi? Nous sommes responsables de l'entretien et du fonctionnement de tout ce patrimoine. Les collectivités en sont propriétaires. Quand on leur signale que ce patrimoine devient insuffisant, parce que la population a monté ou parce qu'il y a des besoins supplémentaires, les collectivités lancent des études et complètent, avec des travaux, ce patrimoine par des réservoirs complémentaires ou des usines complémentaires. Quand les usines sont là, elles nous les confient dans le cadre du contrat et nous devons les entretenir en bon état et les exploiter du mieux possible pour faire tourner les machines, les pompes. C'est-à-dire qu'on a un contrat d'abonnement avec EDF, avec Orange pour la téléphonie et la supervision. On fait venir des réactifs de traitement, comme le chlore pour désinfecter l'eau, qu'elle soit vraiment potable. On met un petit peu de chlore. Et puis, on répare tout ce qui casse. Donc, ça peut être une pompe, ça peut être un tuyau, ça peut être un filtre. Et comme le disait Philippe, c'est souvent beaucoup des tuyaux. 2300 km de tuyaux, on a beaucoup de casses, beaucoup de fuites. Donc, pour réparer les fuites, c'est toute une technique. En fait, pour garder l'eau dans les tuyaux et éviter qu'il n'en manque, il y a deux piliers. Il y a d'une part le renouvellement des tuyaux trop vétustes par des tuyaux neufs. Ça, ce sont les collectivités qui le font, c'est dans leur
compétences. Et puis, il y a l'entretien et la réparation des fuites au quotidien. Et ça, c'est notre compétence à nous, dans le cadre du contrat qui nous lie à elle. Mais jusqu'à une certaine limite, vous avez une longueur, Alors, pour réparer des fuites, effectivement, Philippe en reparlera, il y a toute une technologie. On a des manchons, on a des tuyaux. À moins de 6 mètres de long, quand il faut renouveler un tuyau, c'est notre responsabilité. Si on passe plus de 6 mètres, c'est donc du renouvellement. Et là, on passe à la compétence de la collectivité de l'agglomération. Oui, exactement. Donc, en fait, nous, on répare les canalisations. Dans le cadre de l'entretien de ces canalisations, nous, on surveille la vétusteté, bien sûr, puisque, comme a dit M. Katimel, qu'on fait remonter aux collectivités. Mais nous aussi, on surveille aussi beaucoup la pression. Nous, dans le cadre de l'entretien, nous faisons beaucoup attention à la pression, parce que la pression aussi, c'est une cause de rupture de canalisation, de casse de ces canalisations. Donc, nous avons à peu près, nous avons un certain nombre de réducteurs sur le réseau. Hein, dans le Nord, à peu près 250 réducteurs de pression. Ce sont des régulateurs qui vont réguler la pression dans les réseaux pour pas qu'elle soit trop forte, mais suffisante chez l'abonné. Parce que si l'abonné n'a pas, il dit qu'il n'a pas de pression. Et dans le cadre du suivi de cette pression, il y a des opérateurs chez nous qui font l'entretien de ces appareils de réseau en permanence. Nous avons aussi des équipes qui font le suivi des fuites. Dans le cadre de l'entretien de réseau, vous avez chez nous des chercheurs de fuite, hein, des gens avec certaines technologies, des appareils, des débitmètres, des compteurs, qui suivent au quotidien les volumes produits. Et les débits, on va dire, les débits distribués sur les réseaux en permanence. Et à partir de cela, on va détecter les secteurs qui sont les plus fuyables où il y a une forte consommation pour aller, où des enquêtes sont faites pour essayer de comprendre pourquoi la consommation est plus forte sur tel ou tel secteur. À partir de là, on va déterminer des fuites ou des consommations normales. En matière de fuite, justement, il nous arrive de constater qu'il y a une fuite sur une route. Fuite qui a été signalée et des fois on s'aperçoit que ça demande un certain temps pour te réparer. C'est de votre fait ou du fait de la collectivité? Qui sait pourquoi c'est pas fait? Comment ça se passe? Alors, vas-y. Non, je voulais juste dire que depuis la sécheresse de 2020, on constate plus de fuites sur les réseaux qu'avant. Et donc, on doit y mettre les moyens pour arriver à faire face à cet accroissement de fuites. Par exemple, entre 2019 et 2021, on a réparé plus de 30% de fuites de plus qu'avant sur Cap-Nord, et plus de 70% de plus qu'avant sur Cap-Nord, et plus de 30% sur l'espace sud. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de fuites. On arrive à réparer maintenant 6000 fuites par an, et donc c'est beaucoup. Pour les réparer, il faut d'abord les détecter, il faut qu'elles soient signalées. Et puis, on a un centre qu'on appelle le centre Visio, qui est un centre de surveillance dans nos bureaux au Lamentin, auquel est connectée toute notre supervision informatique des réseaux et puis toute la téléphonie. Donc, quand les gens, les usagers, appellent et détectent une fuite, ils peuvent nous appeler par téléphone. Ils peuvent aussi le signaler par une application mobile sur le téléphone portable qu'on a déployée qui s'appelle Omijo. Et donc, quand on a l'information de la fuite, on a une équipe d'ordonnanceurs sur ordinateur qui saisit la demande. Donc, il y a une fuite, telle rue, telle adresse qui coule depuis... on saisit ce qu'on a comme information. Et à partir de ce nombre de fuites que nous avons en stock, on détermine si elles sont urgentes ou pas, selon l'importance de la fuite ou les nuisances qu'elle peut occasionner. Si c'est une petite fuite, elle ne sera pas urgente. Si elle coule beaucoup ou si elle gêne beaucoup les gens, ce sera urgent. Et à partir de là, nos ordonnanceurs, on a une dizaine de personnes en permanence dans ce centre Visio, eh bien, ils répartissent auprès des chefs de secteur, des chefs d'équipe, les tâches de réparation à faire. Par des tablettes numériques, téléphonie, etc. L'ordre d'intervenir est envoyé aux équipes qui sont sur le terrain, partout, sur les communes. On est très répartis sur l'ensemble de la Martinique, Cap-Nord, Espace Sud. Et à partir de là, eh bien, l'équipe technique intervient avec les véhicules, les camions, les bacs-coups, tout ce qu'il faut pour réparer le plus tôt possible. Mais tout ça représente un coût.
Oui, ça représente, c'est effectivement très cher. Ça représente un coût parce que quand vous creusez... Alors, avant de creuser, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une fuite, déjà, il faut faire une déclaration, demander, faire ce qu'on appelle des DICT, des déclarations d'intention de commencement de travaux, attendre le retour, donc savoir s'il y a des... Pardon, c'est une demande que vous adressez à qui? Nous adressons aux autres opérateurs, aux télécoms, à EDF, ici il n'y a pas le gaz, mais à tous les autres opérateurs qui sont censés avoir des réseaux enterrés. Une fois que nous avons la carte, ces opérateurs nous transmettent la cartographie pour le secteur concerné. À partir de ce moment-là, nous savons si nous pouvons creuser ou pas, ou s'il faut leur demander d'intervenir. Des fois, vous avez des lignes de tension qui font que l'intervention va durer plus longtemps parce qu'il faut synchroniser les deux opérateurs pour l'intervention. Donc à partir de ce moment, nous on intervient, on répare la canalisation et il faut après ce qu'on appelle faire des réfections de voirie, c'est-à-dire refaire, remplir, retasser les matériaux qui sont mis dans la fouille, bétonner, assez souvent goudronner. Donc c'est vrai que réparer une fuite en elle-même, c'est pas... Enfin, il y a tout autour, toute une mise en service qui fait que la réparation de la fuite coûte assez cher. Et là, vous êtes sous une emprise routière? On est sous une emprise routière. Mais sur un terrain. Alors, sur un terrain vague, vous remettez les matériaux qu'il faut alentour. Il y a des matériaux qui sont conventionnés pour mettre autour de la canalisation et vous rebouchez. Mais sur un terrain vague, vous pouvez être un terrain dit vague, ça peut être un terrain... Alors aujourd'hui, en Martinique, nous avons le gros problème de canalisation qui passe sur des terrains, sur des parcelles privatives. Donc il faut assez souvent aussi l'autorisation de creuser ce terrain. Du propriétaire. Du propriétaire. Et même sur un terrain vague, vous êtes par la législation obligé de faire une DICT parce que sur un terrain vague, si vous avez une canalisation, vous pouvez très bien avoir d'autres canalisations qui passent ou d'autres ouvrages enterrés sur ce terrain. Et avant, excusez-moi, avant d'ouvrir la fouille, on envoie aussi une demande d'autorisation à la CTM qui nous dit oui ou non on peut ouvrir la voirie et dans quelles conditions on doit remettre en place les matériaux et le bitume. Et en général, ça se passe bien ou des fois vous vous trouvez face à des conflits? Rarement face à des conflits parce que les autres utilisateurs du réseau, de la voirie, c'est gênant. Donc généralement, ce sont les délais de réponse qui font que vous avez des fois 24 heures ou 72 heures avant de pouvoir intervenir, mais rarement des conflits, sauf quand vous êtes sur des terrains privés ou vous inondez chez les propriétaires des terrains privés, ça génère des conflits assez souvent. Mais le propriétaire, généralement, il nous donne l'autorisation de réparer puisque c'est gênant, généralement. Et quand on a le signalement d'une fuite ou la suspicion d'une fuite, parce qu'il y a de l'eau en contrebas ou ça gêne les usagers, les gens, et le moment où on va réparer, il faut quand même la trouver. Parfois c'est facile quand la fuite sort d'à l'extérieur, on la voit, mais souvent on ne la voit pas. Et donc il faut rechercher où est la fuite. Donc on a des équipes spécialisées, comme M. Lidowski disait, avec des fourgons et des matériels embarqués d'écoute de la chaussée, d'écoute de la canalisation. D'écoute et de détection. De détection de la fuite. Donc c'est des matériels à ultrasons qui permettent, avec comme des radars, comme des ondes sonores, que ensuite les ordinateurs peuvent interpréter. Ils arrivent à savoir à peu près à quelle distance de là où on est, la fuite peut se trouver sur le tuyau. Une fois qu'on a ça, on se rapproche de la fuite. On sait à peu près à 2-3 mètres près ou 10 mètres ou 5 mètres près où elle est. Ensuite, on fait de l'écoute avec des appareils amplificateurs et comment on appelle ça, un bol qui recueille les ondes sur le sol. On écoute les sons. On ne voit pas qu'il y ait des camions qui passent à côté, sinon c'est difficile. Mais oui, on arrive quand même avec le son à déterminer plus précisément où est la fouille. Et là, ensuite, l'équipe arrive avec la mini-pelle ou le bac-houe. Donc, une fois que ces détections de fuite sont établies, que vous avez reçu l'ordre de service pour l'intervention. Bon, c'est la SME qui fait l'opération. C'est un prestataire en sous-traitance. Comment ça se passe? C'est la SME. C'est principalement la SME. En tout cas, on conduit l'opération. Et dans 80% des cas, ce sont nos équipes. Je tiens d'ailleurs à les remercier, à signaler que l'entreprise SME est constituée de 240 salariés
qui sont des gens passionnés. Passionnés du service public et passionnés de la protection de l'environnement quand on parle de l'assainissement. Et donc, ces salariés, eux, ils ont à cœur de faire leur tâche le mieux possible et le plus vite possible pour ne pas déranger les gens. Donc ce sont eux qui, avec leur expérience, je disais on a 45 ans d'expérience, donc les équipes se transmettent peu à peu les savoir-faire, et puis on est régulièrement en formation, on est adossé au groupe Suez qui envoie des experts, on les fait venir, etc. Donc on a une très bonne expérience, voire une expertise, et ce sont nos équipes qui font le travail. Alors on peut sous-traiter parfois le terrassement, ou parfois quelques travaux, quand on est un peu débordé par beaucoup de fuites en même temps, on a des sous-traitants référencés, mesurés, qui travaillent pour nous. Je reviens sur le terme, ça a un coût. Oui, ça a un coût. Ça demande beaucoup de biscuits, beaucoup de stimulus. Aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, quelle que soit la collectivité là où on se trouve, faire rentrer les factures d'eau, ce n'est pas évident. Et ça, c'est préjudiciable. Oui. C'est un point très important. Quand vous dépensez dans une entreprise quelconque des charges, on appelle ça des charges, il faut qu'en face, il y ait de la recette. Si possible, au moins autant que les charges. Si on a moins de recettes que charges, un jour ou l'autre, on fait faillite et on arrête le travail. Donc notre rôle à nous, entreprise, opérateur du service public, c'est d'essayer d'équilibrer ces recettes et ces charges. Les recettes, elles sont déterminées par le contrat qui nous lie à la collectivité. C'est l'agglomération comme d'agglo qui a défini le tarif dans l'appel d'offres. C'est pas vous qui fixez le prix. C'est pas nous on fixe pas du tout le prix. C'est l'agglomération qui fixe les prix et qui nous met dans le contrat. Après, l'inflation, chaque année, se joue un peu dessus. Il y a des règles du jeu bien précises. Mais nous, on n'a pas le choix du tarif. On le prend tel qu'on nous l'a donné au départ. Et en face de ces recettes, avec le tarif, on doit, nous, contenir les charges. C'est aussi notre rôle. On est des techniciens, mais aussi un peu des organisateurs des travaux. Il faut qu'on arrive à rentrer dans les recettes qui nous sont octroyées. Donc on est de plus en plus performant sur détecter les fuites rapidement, ne pas envoyer des équipes qui vont chercher sans trouver, mais au contraire, elles savent pourquoi elles arrivent, qu'elles n'oublient pas le matériel qu'il faut pour réparer. Tout ça est prédéfini par le centre Visio dont je parlais, l'ordonnancement. Parce que si on va sur une réparation à 20 km et puis qu'on n'a pas le bon tuyau, on revient et on perd du temps et ça coûte cher. Voilà, donc c'est notre rôle de maintenir les charges, mais de faire le boulot. On fait le travail d'entretien et de réparation des réseaux et du patrimoine qui nous est confié. Donc à la limite, si je vous comprends bien, vous êtes un percepteur pour les collectivités, vous collectez les fonds que vous transférez aux collectivités. Effectivement. Et après, les répartitions se font. Effectivement. Mais nous avons observé, depuis la loi NOTE, aujourd'hui, il est formellement interdit de couper l'eau pour nos paiements. Depuis le virus, nous sommes aperçus d'une chose, c'est que de moins en moins, les consommateurs payent. Oui, on a un problème lié, je pense, à la crise du Covid. Si vous voulez, on a toujours eu un taux d'impayé pas neutre, qu'on faisait peu à peu réduire avec les collectivités et nous-mêmes. Peu à peu, l'usage faisait que les abonnés payaient plus rapidement. Il y avait moins d'impayés. Donc en 2019, on était arrivé à 6 à 8% d'impayés. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Mais en tout cas, on était sur la bonne pente d'amélioration. Puis le Covid est passé par là. On a relâché, nous, cette attention qu'on devait mettre sur ce sujet-là, parce que si les recettes ne rentrent pas, on arrête de travailler. Et puis, les gens eux-mêmes étaient en difficulté. Donc on a tous attendu. Donc les impayés ont recommencé à monter. Et là, aujourd'hui seulement, en 2022, on reprend un rythme normal de décroissance progressive des impayés. Mais on a repris 2 ans très difficiles, c'est sûr, pour la trésorerie des entreprises. Et ça a un impact sur votre bilan? Ça a un impact sur notre bilan, c'est-à-dire qu'on fait face, nous, comme toute entreprise, avec de l'emprunt, pour faire face aux périodes difficiles. Il ne faut pas qu'elles durent trop longtemps. Ça fait quand même 2 ans. Cette année 2022, on espère rééquilibrer, alors qu'on a perdu de l'argent en 2020 et 2021. On espère rééquilibrer et puis continuer de travailler sereinement dans les années futures. Mais on a vécu 2 années économiquement difficiles, mais tout le monde le sait.
À ce propos, vous avez un service qui s'occupe de tout ce qui est, je dirais, soit c'est un accident de parcours, ça arrive à tout le monde. Oui. Le Covid a mis plus d'un sur le genou. Oui. Donc finalement, ces personnes-là sont accueillies comment? Alors ça, c'est un des sujets très importants que d'ailleurs les pouvoirs publics prennent en compte de plus en plus. Hein. On entend les projets d'autorité unique de l'eau qui va s'en emparer, unique et sociale de l'eau. Hein. Nous déjà, effectivement, dans les contrats qui nous lient aux collectivités, on est très attentif aux difficultés de paiement des familles. On octroie des facilités, c'est-à-dire que le mieux pour éviter d'être en difficulté, c'est de se mensualiser. Je fais un appel aux usagers. Moi-même, je suis mensualisé. Quand vous êtes à payer de l'eau, de l'énergie, si vous pouvez savoir que tous les mois, vous avez donné votre accord à l'opérateur pour qu'il prélève une petite part de ce que vous devez dans l'année, bah, vous n'êtes pas embêté dans votre budget. C'est tous les mois, c'est constant et vous n'avez pas de surprise. Donc ça, c'est la première solution, c'est la mensualisation. Et puis ceux qui ont plus de problèmes, eh bien, on les accompagne dans l'étalement de leurs factures, de leurs dettes envers nous. On peut dire, bon, ok, on comprend que pendant 3 mois, vous avez des difficultés, on vous donne un 4e mois, plus 5-6 mois pour nous. Voyez, on arrive à se mettre d'accord sur certains cas, et on a un service spécialisé pour ça. Et puis, on a aussi, bien entendu, le FSL. C'est le Fonds de solidarité logement, qui est géré par la CTM, auquel les opérateurs participent. C'est-à-dire que nous, dans notre recette annuelle, on reverse un petit peu d'argent pour abonder ce fonds de solidarité. Et ce fonds de solidarité logement, il est là pour aider les personnes en difficulté qui sont déterminées par les CCAS. Hein, ce n'est pas nous qui savons dire si quelqu'un a des difficultés, c'est souvent pas non plus les services techniques de la collectivité, un peu plus les élus qui connaissent bien leurs citoyens et électeurs aussi, mais les administrés, oui. C'est les administrés, mais c'est aussi beaucoup les CCAS, les centres communaux d'action sociale. On passe par eux pour aider, avec ces fonds de solidarité logement, les gens en difficulté. C'est déclenché à quel moment? Et puis, alors, il y a encore un complément. Hein, dans le contrat avec Cap Nord, on a un peu innové, c'est-à-dire que sur nos propres recettes SME, on a dans le contrat prévu de donner un peu d'argent chaque année à un fonds qui n'est pas le FSL de la CTM, mais qui vient quand même, hein, mais il y a en plus un fonds local sur Cap Nord pour aider les personnes en difficulté. Bah, c'est au moment que les CCAS jugent bon d'y faire recours. C'est-à-dire que nous, on est en contact avec les CCAS, on passe par les services, bien sûr, des agglomérations, et puis quand le CCAS nous dit telle famille, j'ai vu sa facture d'eau, elle a des problèmes de paiement depuis 6 mois, elle nous dit on va faire un avoir pour diminuer la facture due grâce à ces fonds. Ce n'est pas un transfert d'argent, c'est un avoir qui baisse la dette de certaines familles. Voilà. Monsieur Ludowski, ça fait des années que vous êtes dans la boutique. Et vous avez vu tous les changements qu'on a eus. Et aujourd'hui, quand on sait que l'eau, c'est un métier, il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas vous poser, c'est un volet purement politique, que nous, on aurait souhaité poser aux décideurs pour que le public puisse comprendre ce qui se passe. Sur le plan technique, vous avez observé quoi? Alors, sur le plan technique, quand vous avez parlé de coût de l'eau, vous avez uniquement parlé des réparations de canalisation. Mais autour de ça, autour de l'activité, il y a beaucoup d'autres métiers. Il y a des cartographes, il y a des chimistes, il y a des traiteurs d'eau en usine, il y a des informaticiens. Parce que toutes les informations de tous les réservoirs, de toutes les installations sont centralisées. Il y a des électriciens, des électromécaniciens qui font fonctionner les stations de pompage. Donc, en fait, le coût... parce que l'usager, il voit que le coût peut-être que de la réparation sur la route, alors que ça, c'est juste une partie de l'iceberg, je veux dire. Et il y a beaucoup de gens, entre autres, qui travaillent dans les sphères que vous ne voyez pas. C'est tout un collectif. C'est tout un collectif. Et beaucoup de gens qui sont dans les bureaux, nos chargés clientèle, nos comptables, nous avons le plateau du CRC, des collègues qui sont à répondre au téléphone tous les jours. Et tout ce personnel, tout ça vient peser dans le coût de l'eau. Donc, comme M. Katimel disait, nous sommes à environ 245 personnes et c'est tout ce qui vient peser dans le coût de l'eau. Parce que pour l'usager, généralement, l'eau tombe du ciel, il n'a pas de raison de comprendre que l'eau soit aussi chère.
Et voilà. Le mot cher, c'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup. Oui, mais bon, les gens se plaignent. Ça a un coût. Ça a un coût. Donc voilà. Alors sur le prix de l'eau, alors déjà sur le nombre de métiers, on fait un métier passionnant parce qu'il est très polyvalent. Dans nos 240 collègues, on avait compté avec certains collègues qu'on gère 55 métiers différents. On trouve 55 métiers différents, j'en oublie sûrement, à la SME. Donc c'est un métier très polyvalent et passionnant. Sur le prix de l'eau, en Martinique, on entend souvent que c'est un problème, et c'est vrai, c'est un problème par rapport au pouvoir d'achat des familles qui est, comme on l'a dit, parfois mis en difficulté, notamment avec la crise sanitaire qui s'achève. Il y a plusieurs solutions. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, des fonds de solidarité qui peuvent se mettre en place et qui existent déjà. Il y a aussi une possibilité d'étudier un tarif croissant, c'est-à-dire qu'il y a une première tranche d'eau très peu chère pour des nécessités de la vie. Et puis au-dessus d'un certain nombre de mètres cubes, l'eau peut devenir un tarif normal d'aujourd'hui. Et puis pour les très gros consommateurs qui ont des besoins industriels ou touristiques, l'eau peut être encore un peu plus chère. Voilà, donc il y a tout un calcul qui peut se faire, ce n'est pas encore le cas, mais on a déjà des tranches sur l'espace sud notamment. Ça peut encore s'amplifier et se travailler pour l'avenir. Ça, ce sont les collectivités qui peuvent le mettre en place. Après, sur la partie coût du mètre cube d'eau, il est vrai qu'il est un peu au-dessus de la moyenne nationale. Ce n'est pas le plus cher de France, comme on l'entend souvent, mais il est quand même plus cher que la moyenne nationale, parce que nous avons différents facteurs qui renchérissent le coût de travail sur le mètre cube d'eau. C'est, on l'a dit tout à l'heure, la topographie. On a beaucoup de mornes, beaucoup de vallées à passer, donc beaucoup d'installations. Quand vous êtes à Paris, vous avez la morne pleine et un seul pompage. Nous, on en a 10 ou 20 qui pompent pour arriver à faire le même travail. Il y a ça, il y a la difficulté d'exploitation quand on a des micro-séismes qui font bouger le sol ou des sécheresses de plus en plus dures. On voit que depuis 2018, avec le changement climatique, on a de plus en plus de mouvements de terrain et de sécheresses longues. Quand on a beaucoup d'intempéries, fin 2020, on a vu que ça avait emporté une partie de certaines communes, malheureusement, et donc les tuyaux aussi sont partis. Tout ça, on ne le rencontre pas en milieu tempéré, mais dans le milieu tropical, on le rencontre. Donc en Martinique, on a plus d'aléas climatiques qui nous font travailler plus fréquemment qu'ailleurs. Il faut dire que dans ce domaine, il y a eu une grosse pollution intellectuelle, une très grosse pollution intellectuelle. On a des gens venus d'ailleurs qui sont venus nous expliquer les choses. Et quand on les invite à venir en fait de nous sur le plateau pour motiver leur explication, il n'y a plus personne. Alors, M. Loski, le temps qui nous est imparti arrive. Là, pour demain, on sait autant une chose, M. Katibel aussi, point de ressources. Est-ce que, pour ce qui se passe climatiquement, vous n'êtes pas inquiet? Alors oui, c'est vrai que en fait, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les eaux ce qu'on appelle les eaux de surface, puisque avec le réchauffement climatique, diminuent. On s'aperçoit que Rivière Blanche, à chaque fois qu'on a une semaine de sécheresse, sur la Rivière Blanche, on n'a quasiment plus d'eau. Et il faudrait qu'on se tourne vers d'autres ressources. Alors, nous, aujourd'hui, à la SME, on pense que les ressources souterraines, il faut prospecter les ressources souterraines. Pour nous, c'est probablement la plus facile et la moins chère à aller trouver. Donc nous, on propose et on essaie de pousser nos collectivités d'aller chercher des ressources en ce sens. Après, il y a d'autres, on peut chercher d'autres ressources. Il y a les transferts, il y a la mer, il y a autre chose. Mais dans l'immédiat, pour nous, en ce qui nous concerne, on opte plutôt pour aller chercher la ressource souterraine pour essayer de remplacer le manque d'eau aujourd'hui sur les eaux, ce que nous appelons les eaux de surface. Oui. Alors vous disiez, est-ce qu'on est inquiet pour l'avenir? Oui, le réchauffement climatique dans le monde entier nous inquiète, ça c'est sûr. Et le climat, avec tout ce qu'on voit à la télé actuellement. Le climat change, les usages vont changer aussi. On sent qu'il faut faire face et s'adapter. Mais bon, on a quand même l'habitude en Martinique d'extrêmes de climatique, donc on sait quand même gérer ça. Nous, on pense, et les collectivités le savent bien aussi, que la meilleure solution pour faire face à un possible
manque de ressources en eau, c'est de ne pas en gaspiller. Et ça veut dire que non seulement il faut, comme disait M. Ledowski, diversifier la ressource, aller peut-être en chercher plus au nord qu'aujourd'hui, un peu plus en nappe souterraine qu'aujourd'hui, mais surtout, il ne faut pas en gaspiller sur son transfert dans les réseaux, les canalisations jusqu'au robinet des usagers. Et ça, c'est beaucoup de fuites aujourd'hui qu'on a en Martinique. C'est ce qu'on appelle le rendement de réseau. C'est-à-dire combien on met d'eau dans un tuyau et combien on arrive au robinet. L'écart, c'est ce qu'on perd en route. Ça, c'est, disons, le volet politique. C'est pas que politique, c'est beaucoup de travail pour arriver à faire monter les rendements de réseau. Et là, on gagnera des besoins, on aura moins besoin d'usines sur les rivières, etc. Bon, ben, le temps qui nous est, je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Si vous avez une conclusion à donner, M. Ledowski, ce serait... Ben, comme vient de dire M. Katimel, l'enjeu qui nous attend par rapport aux problèmes climatiques que nous allons faire face, c'est étancher les réseaux et deux, trouver des sources alternatives d'alimentation. Mais tout ça, c'est du travail, c'est de l'emploi. Voilà. Ça fait participer au développement économique de la Martinique. Exactement. Et puis, il faut qu'on arrête de se tirer à boulet rouge sans savoir de quoi on parle. Après, il y a les enjeux politiques, c'est pas trop notre sujet. Donc. Oui, on fait des métiers formidables, hein, comme je disais. Ce sont des métiers passionnants qui sont d'utilité publique, sous le contrôle des politiques et des agglomérations. Nous, on est un opérateur technique, on amène notre expérience et on travaille, je pense, depuis 45 ans et j'espère encore pour longtemps, pour améliorer peu à peu la qualité de service et remplir les attentes des Martiniquais. D'autant que vous êtes assis derrière un leader mondial. On est adossé à Suez, effectivement, qui est un grand groupe de l'eau, hein, qui nous apporte son soutien technique quand on en a besoin. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé. Nous remercions donc les téléspectatrices et téléspectateurs d'avoir écouté tout ce que vous avez apporté comme information. Merci. Nous remercions surtout Manuela qui s'occupe du volet technique et aussi la direction qui nous accueille, en espérant qu'un jour, qu'on voit couler normalement l'eau à notre robinet. Et nous avons intérêt à faire très très attention. Tout ce que nous avons vu ces derniers temps à l'international en matière climatique. Notre tour n'est pas loin. Ça nous pend au nez, passez-moi l'expression. Tout ce que nous pouvons affirmer avec force, c'est que nous avons 25 communes autour de l'île impactées au niveau bas par l'élévation du niveau de la mer. Donc c'est un problème pour nous, pour l'eau, l'électricité, le téléphone, pour tout, enfin tout ce qui est réseau. Et si nous ne faisons pas très attention, si nous ne lançons pas les études dès maintenant pour pallier ce problème-là, le réveil risque d'être lourd. Qui aurait pu, M. Katibel, M. Ledowski, de façon tous les deux vous les connaissez, qui aurait pu nous dire qu'on pourrait traverser aujourd'hui la Loire à pied? Non, c'est incroyable. Hein. C'est sûr. Personne. Tout ce que nous avons demandé pour récupérer les bassins en rivière que nous avons connus, c'est de ce qu'on fait un délai de l'autre oui. Donc ces bassins sont remplis, il faut les récupérer. C'est un problème purement politique. Tout ce qu'on a demandé hier pour la Martinique, nous constatons qu'au niveau national, c'est ce qu'ils sont en train de demander. Récupérer les bassins, ils appellent ça chez eux bassines. Nous, on appelle ça bassin. Donc ce sont des volumes d'eau naturels. Et concernant le volet bascule, parce qu'on a une eau très forte qui est déversée côté Caraïbes, qu'on n'utilise pas pour la boisson, qui pourrait être transférée côté Atlantique pour nous permettre de pouvoir faire face. Donc nous espérons qu'un jour, l'auditeur, le téléspectateur, après avoir entendu ces informations, il pourra gentiment souffler dans les oreilles de son politique pour lui dire faisons attention, ils mettent en place tout ce qu'il faut comme travaux pour une Martinique autrement. La Dieu avertit pas qu'à tuer femme en caille. Ce n'est pas demain, quand on sera face au problème, on pourra dire il faut qu'on y aille. En tout cas, merci et puis on espère vous revoir bien sûr sur le plateau. À votre service, M. Grabin. À votre service. Merci à Zouk TV et aux auditeurs de leur attention. Merci. Merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.